Aujourd'hui, nous allons faire une analyse du roman Jane Eyre de Charlotte Brontë. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer à publier une vidéo par semaine. Le thème de la passion. Charlotte Brontë explore ce thème de la passion à travers plusieurs personnages. Ceux qui canalisent et contrôlent leur passion sont récompensés. Ceux dont les passions sont folles sont punis. Pendant son enfance à Gateshead, Jane est capable de nourrir sa passion pour l'apprentissage en passant de longues heures à lire. Parce qu'elle est isolée par Madame Reed, Jane réprime son désir passionné d'amour et d'acceptation jusqu'au jour où elle est poussée trop loin et éclate en colère contre sa tante. Après un premier sentiment de victoire, Jane se sent déçue et regrette. À mesure que Jane grandit et mûrit, elle a constamment du mal à contrôler ses passions. À Lowood, avec l'aide d'Helen Burns et de Miss Temple, Jane apprend à gouverner ses sentiments. La passion est également associée à l'amour. Lorsque Rochester dit à Jane qu'il va se marier, lui laissant penser qu'il veut dire avec mademoiselle Ingram, elle parle avec quelque chose comme de la passion, de la nécessité pour elle de quitter Thornfield. Pensez-vous que je puisse rester et n'être rien pour vous? Pensez-vous que je sois un automate, une machine sans sentiment? Et puis-je supporter que mon morceau de pain soit arraché à mes lèvres? Avoir de la passion, c'est être humain. Le désir de mariage de John Rivers est dénué de passion, tandis que Jane et Rochester nourrissent une passion profonde et durable. Bertha Mason, l'épouse folle de Rochester, représente l'extrême de la passion incontrôlée. On peut soutenir que son état mental l'excuse de la responsabilité de son comportement, mais selon Rochester, les excès auxquels Bertha s'est livrée lorsqu'elle était jeune sont au moins partiellement responsables de l'apparition précoce de sa folie. La passion incontrôlée de Bertha a entraîné son manque total de liberté. Rochester a laissé ses passions se déchaîner dans le passé lorsqu'il menait une vie dissipée en Europe. Lorsqu'il rencontre Jane, il laisse sa passion pour elle annihiler son discernement. Pour être avec elle, il essaie de défier la loi et la religion. En conséquence, il perd Jane. Après cette perte, ses passions prennent une tournure sombre et il devient sauvage et dangereux, marchant sur le terrain de Thornfield comme s'il avait perdu la raison. Ce n'est qu'après que Thornfield est brûlé et qu'il ait subi une blessure physique que Rochester commence à faire face à ses déceptions, non pas en s'en prenant au monde extérieur, mais en regardant vers l'intérieur de lui-même. Son aveuglement est donc symbolique autant que physique. Il fallait qu'il perde la vue pour pouvoir regarder à l'intérieur de lui. Au cours de cette recherche spirituelle, il trouve la paix dans l'acceptation de la volonté de Dieu. Bien sûr, le retour de Jane l'aide à accepter son handicap comme un prix à payer pour effacer ses fautes et purifier son âme orgueilleuse. Nous allons maintenant nous intéresser aux conventions sociales. Dans Jane Eyre, Charlotte Brontë plonge dans l'hypocrisie et l'injustice des conventions du XIXe siècle concernant le genre et les rôles de classe. Le genre et la classe déterminaient les possibilités auxquelles les gens pouvaient s'attendre dans la vie, qui ils pouvaient épouser et quelle éducation leur serait offerte. Le choix par Charlotte Brontë d'une narratrice à la première personne permet à ses lecteurs de découvrir de première main ce que c'était que d'être une femme en Grande-Bretagne au début et au milieu du XIXe siècle. Même si Jane est éduquée, ses possibilités sont limitées, comme elle le découvre lorsqu'elle tente de trouver du travail près de la ville de Morton après avoir fui Thornfield. En tant que femme instruite, ses meilleures options sont de devenir enseignante ou gouvernante. Les autres professions ne lui sont pas ouvertes en raison de son sexe. Si John Rivers n'avait pas proposé à Jane un poste d'enseignante, elle aurait dû trouver un travail plus subalterne et moins intellectuel, peut-être en tant que domestique comme Bessie ou en tant qu'intendante comme Madame Fairfax. Les femmes qui travaillaient au théâtre, comme la danseuse d'opéra française Céline Varens dans le roman, ont été supposées avoir une morale lâche. D'autres emplois ouverts aux femmes à l'époque comprenaient la couture, la blanchisserie, la boulangerie et le commerce de proximité.
En subvenant à ses besoins par l'enseignement, Jane a, dans une certaine mesure, plus d'indépendance que n'aurait même une femme mariée de la classe supérieure. Elle n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais elle n'a pas besoin de compter sur son mari pour lui fournir de la nourriture, des vêtements et un abri. Alors qu'elle fait du shopping avec Rochester pendant leurs fiançailles, Jane commence à se rendre compte qu'avec le mariage vient une certaine perte d'indépendance. En fin de compte, l'héritage inattendu de Jane lui permet de maintenir son indépendance lorsqu'elle épousera enfin Rochester. Conformément aux conventions de l'époque, le mariage est la fin heureuse que Charlotte Brontë fournit à la plupart de ses personnages féminins. En plus de Jane, Bessie, Miss Temple, Mary et Diana Rivers, et même Georgiana Reed sont heureusement mariées à la fin du roman. Bertha Mason, trop passionnée, est l'exception. En s'installant dans le rôle d'épouse, ces femmes incarnent l'idée victorienne du couple, dans laquelle les hommes étaient autorisés à agir dans la sphère publique, mais les femmes étaient reléguées à la supervision de la vie domestique. Leur charge était la famille, s'occuper de leurs besoins physiques, émotionnels et, dans une certaine mesure, spirituels. En tant que protagoniste, Jane est le choix parfait pour Charlotte Brontë d'explorer les effets des rôles de classe sur la vie des gens. Jane est pauvre, mais elle n'est pas ouvrière. Elle est éduquée et accomplie, mais elle n'est pas de la classe supérieure. Elle est en dehors de la norme, ce qui la rend mystérieuse et attirante. C'est une position particulièrement solitaire et isolée. La classe supérieure méprise sa pauvreté et elle n'est pas vraiment à l'aise avec la classe ouvrière. En tant que gouvernante puis enseignante dans une école de village, Jane interagit avec des gens de toutes les classes. Cela donne à Charlotte Brontë l'occasion de mettre en lumière l'hypocrisie et l'injustice inhérentes au système de classe. Même après s'être fiancée à Rochester, Jane est troublée par les différences de statut social. Madame Fairfax l'avertit d'être prudente parce qu'il est inhabituel que les messieurs du rang de Rochester épousent leur gouvernante. Plus tard dans le roman, Jane doit lutter contre ses propres préjugés de classe lorsqu'elle commence à enseigner aux enfants du village à Morton. Elle se dit « Je ne dois pas oublier que ces paysans grossièrement vêtus sont de chair et de sang et aussi bons que les greffons de généalogie les plus douces. » Les thèmes de la religion et de la maîtrise de soi sont liés, tout comme la question de la maîtrise de soi est liée au thème de la passion. Enfant, à Gateshead, Jane n'a qu'un vague sens de la religion. Elle connaît la Bible, mais lorsque son cousin l'intimide, elle répond impulsivement sans penser aux conséquences. À Lowood, elle est exposée à une morale religieuse qui met l'accent sur le péché et la punition. En revanche, le christianisme doux et très spirituel d'Ellen Burns contraste avec cette éducation austère. Ellen Burns enseigne à Jane que croire en un pouvoir supérieur peut l'aider à endurer les indignités sans chercher à se venger. L'interprétation du christianisme par Ellen plaît à Jane, mais c'est un peu trop spirituel pour quelqu'un d'aussi enraciné dans le monde naturel que Jane. À Thornfield, et plus tard à Moor House, Jane semble avoir développé une relation à la religion qui lui est confortable et qui la soutient dans des moments difficiles. John Rivers représente une autre attitude envers la religion. Pour lui, la religion est un exutoire pour son ambition et son désir de gloire et d'héroïsme. Il est consciencieux, a le sens du sacrifice et place le devoir envers Dieu par-dessus tout, mais son approche de la religion est sans joie. Rochester en vient à accepter son sort comme punition de Dieu pour sa tentative mal avisée d'épouser Jane alors qu'il était déjà marié. Il ne montre aucune contrition face à la trahison de ses vœux à Bertha Mason. Sa culpabilité découle plutôt du sentiment qu'un tel mariage aurait entaché Jane. Eliza Reed trouve également satisfaction dans la religion, mais estime qu'elle doit se retirer de la société pour exprimer pleinement sa spiritualité. Jane parvient à intégrer plus efficacement ses croyances religieuses à sa vie émotionnelle et sociale. Jane apprend à contrôler ses passions. Elle valorise la maîtrise de soi pour 3 raisons. Premièrement, la maîtrise de soi est un chemin vers la vertu. Deuxièmement, c'est une façon de démontrer la suprématie de la raison sur la passion. Bien que Jane soit clairement un personnage passionné, elle valorise la raison,
le bon jugement sur le sentiment. Troisièmement, la maîtrise de soi concerne la position sociale et le genre. Le double statut de Jane en tant que paria de la société et femme la rend vulnérable. En contrôlant ses passions, elle se protège contre les mesures qui l'exposeront au risque. Dans son expression peut-être la plus puissante de maîtrise de soi, Jane renonce à son amour passionné pour Rochester afin de maintenir son code moral et de se protéger de la honte sociale qui tomberait sur une maîtresse. La décision est déchirante, mais elle doit rester fidèle à ses valeurs morales. Jane a une certaine maîtrise de soi depuis le début du roman. Orpheline, méprisée et maltraitée à Gateshead par ses cousins et par sa tante Madame Reed, elle a grandi en étant consciente de la nécessité de bien se conduire et de parler attentivement pour éviter la punition. Alors que le roman s'ouvre sur la révolte contre ce mauvais traitement, Bessie Lee souligne que c'était la première fois que Jane se comportait de cette manière. Chez Jane, la maîtrise de soi est née de l'instinct de survie. Ce qu'elle doit apprendre, c'est la maîtrise de soi en tant qu'impératif moral. Hélène Burns lui enseigne l'autodiscipline comme moyen d'éviter la punition et d'éviter de faire honte à ses proches. Jane, n'étant aimée de personne, doit développer ce contrôle pour une raison différente, avoir le respect de soi, comme elle le dit lorsqu'elle refuse de devenir la maîtresse de Rochester. C'est d'ailleurs pour cette raison que Rochester aime Jane aussi passionnément. Il dit à plusieurs reprises qu'elle est pure et sans souillure. Nous allons maintenant expliquer le thème du feu, qui est l'un des plus importants dans ce roman. Les images du feu tout au long du roman représentent la passion, la destruction et le confort ou la régénération. Le feu, comme la passion, a les qualités de chaleur et de lumière. Lorsque Rochester remercie Jane de lui avoir sauvé la vie, une énergie étrange était dans sa voix, un feu étrange dans son regard. Lorsque Rochester est impatient d'aller à l'église pour leur mariage, il dit à Jane « Mon cerveau est en feu avec impatience ». En ce sens, le feu symbolise la force de vie. La force destructrice du feu visite Thornfield à 3 reprises. La première est l'incendie dans la chambre de Rochester lorsque Jane le sauve. Alors que l'introduction de Jane au mystère de Thornfield se produit au chapitre 11, lorsqu'elle entend pour la première fois l'étrange rire, c'est le feu du chapitre 15 qui rend le mystère menaçant. Jane sauve Rochester de cet incendie, préfigurant comment, à la fin du livre, elle le sauve avec son amour après l'incendie final. Le deuxième cas d'incendie à Thornfield est le coup de foudre sur le châtaignier, quelques instants seulement après que Jane et Rochester se soient fiancés. Ici, la force destructrice du feu est un présage. La destruction de Thornfield par le feu est la représentation la plus dramatique de la force destructrice du feu. L'image d'un feu dans une cheminée transmet une sensation de chaleur et de confort et signale une expérience agréable, comme lorsque Helen Burns et Jane prennent le thé dans la chambre de Miss Temple. Comme à mes yeux, les tasses en porcelaine et la théière lumineuse avaient l'air jolies sur la petite table ronde près du feu. Sous le choc après l'annulation brutale de son mariage, Jane subit l'effet régénérant du feu. Rochester l'emmène à la bibliothèque où elle ressent la chaleur ravivante d'un feu. Le feu qui détruit Thornfield peut également être considéré comme une force régénératrice parce qu'il marque le début de la rédemption de Rochester. La chambre rouge, qui est la couleur du feu, fournit un autre ensemble de significations symboliques du feu. La pièce est froide et peu accueillante parce qu'elle a rarement un feu. L'absence de feu est l'absence de confort. Le sentiment de Jane que la pièce est ou peut être hantée donne une autre lecture à sa froideur. C'est une salle de mort, sans le feu de la passion, de la vie. La lumière que Jane voit et par laquelle elle est perturbée est réfléchie par la lumière de la lanterne. Ainsi, ce qui devrait être positif, comme un guide pour se déplacer et un moyen d'assurer la sécurité, devient plutôt étrange et menaçant. La glace ou le froid sert de contrepoint symbolique à la passion et au dynamisme du feu. Au début de la vie de Jane, lorsqu'elle est isolée et seule, elle fait face à la froideur de la chambre rouge et de Lowood où M. Brocklehurst, un homme sans passion,
force les étudiantes à vivre dans un endroit où elles se réveillent pour trouver des pichets avec de l'eau qui s'est transformée en glace. La froideur de John Rivers contraste avec la passion ardente de Rochester et Jane. Bien que cette passion puisse être destructrice, son absence l'est aussi. John Rivers est décrit comme étant froid comme un iceberg, et son baiser fait penser Jane à des baisers de marbre ou à des baisers glacés. Avec lui, Jane sentait de plus en plus, chaque jour, que je devais renier la moitié de ma nature, étouffer la moitié de mes facultés. Sa glace étouffe le feu de la nature passionnée de Jane. Bertha, la folle du troisième étage, représente des secrets cachés et honteux. En raison de son héritage, son mariage avec Rochester était en dehors des limites des conventions de classe et sa folie pouvait être considérée comme le prix qu'elle et Rochester paient pour ignorer les conventions. C'est aussi un mariage forcé. Le père et le frère de Rochester le piègent dedans, ce qui signifie qu'il s'agit d'un mariage sans amour, basé sur des préoccupations financières. Bertha représente la force destructrice d'une passion débridée, de l'absence de maîtrise de soi. Sans maîtrise de soi, les humains sont des créatures violentes. Lorsqu'elle s'échappe de son confinement au troisième étage, elle ne tente pas de gagner sa liberté, mais attaque les autres. Bertha est le contraire de Jane, complètement dépendante, confinée, en colère déraisonnable et violente. C'est le double de Jane, la figure qui reflète Jane de manière négative. En effet, dans sa dépendance, les limites qui lui sont imposées et sa colère, elle est comme la jeune Jane était. Jane mentionne souvent ses rêves, et ses rêves peuvent révéler ses désirs et ses peurs subconscients, les passions qu'elle travaille si dur à contrôler. Lorsque Rochester se déguise en gitane pour dire la bonne aventure à Jane, elle sent son esprit obscurci, comme dans un rêve. Quand elle se rend compte qu'il est l'égyptienne, elle se demande si elle avait rêvé. Jane reconnaît que les rêves ont de l'importance. Elle dit qu'elle ne rit jamais des pressentiments parce que j'en ai eu d'étranges. Et elle raconte ensuite les rêves troublants qu'elle a eus après l'attaque contre M. Mason. Avant de le faire, cependant, elle confirme le sens puissant des rêves. Bessie Lee, a-t-elle déclaré, croyait que rêver d'un enfant était un mauvais présage, une croyance qui a été renforcée lorsque Bessie a rêvé d'un enfant la veille de la mort de sa sœur. Les rêves de Jane étaient aussi des enfants, d'elle avec un bébé qui tantôt rit et tantôt pleure. Le lendemain, Bessie Lee arrive et dit à Jane que Madame Reed est en train de mourir. Plus tard, après que Jane et Rochester se soient fiancés, elle a des rêves d'enfants plus troublants. Dans le premier, elle tient un enfant alors qu'elle et Rochester marchent, mais il est devant elle et s'éloigne de plus en plus loin. Elle ne peut jamais le rattraper. Dans le second, elle serre un bébé en marchant dans les ruines de Thornfield, Rochester à peine visible alors qu'il s'éloigne à nouveau d'elle. L'enfant pourrait représenter l'espoir encore jeune du bonheur, sa nouvelle identité pas encore réelle en tant que Madame Rochester, ou son désir de maternité, une chance d'être le parent qu'elle a perdu. De toute évidence, cependant, l'image de la perte de Rochester, si centrale pour les deux rêves, est le pressentiment troublant qui pèse le plus lourd sur ses rêves. La Jane nouvellement fiancée ne rêve pas de bonheur pour toujours ici, mais d'être abandonnée et seule, avec la responsabilité supplémentaire de la maternité, une fois de plus dans sa vie. Après le fiasco du mariage et le départ de Jane, elle rêve de Rochester de temps en temps, mais ses rêves sont cette fois pleins d'espoir. Se voyant dans ses bras, l'espoir de passer une vie à ses côtés serait renouvelé avec toute sa force et son premier feu. Le clair de lune indique souvent qu'un changement est sur le point de se produire dans la vie de Jane. Jane s'habille à la lumière d'une demi-lune juste avant de quitter Gateshead. Le clair de lune la porte dans la chambre d'Ellen Burns la nuit de sa mort. Jane, qui se promène, regarde la lune briller sur un village juste avant de rencontrer Rochester. La lune brille la nuit où Rochester lui demande de l'épouser, et encore la veille de leur mariage interrompu. La nuit où John Rivers la presse de l'épouser,
Le clair de lune remplit la pièce juste avant qu'elle n'entende la voix de Rochester. Bien que la lune ne soit pas toujours de bon augure pour Jane, quand elle apparaît, sa vie est sur le point de changer.